Bon, si vous connaissez le concept de cette série de critiques, cette vidéo va peut-être vous surprendre. Dans la première vidéo de cette série, je parlais de Voltron Legendary Defender, un dessin animé qui avait l'air assez cliché en apparence, mais qui s'était avéré surprenant pour au final décevoir à partir de sa saison 7. Dans la deuxième, je parlais de Higurashi, un animé d'horreur dont la première série avait marqué le genre par sa violence qui n'était pourtant pas dénuée de sens, mais qui a eu une suite désastreuse. Mais là, je parle de The Owl House, qui basiquement est une série où j'ai quasiment rien à reprocher. C'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué émotionnellement et m'a beaucoup inspiré dans la création de contenu que vous avez notamment pu voir sur cette chaîne, mais aussi ailleurs. La série s'est terminée le 8 avril dernier dans un final qui a fait son effet et m'a beaucoup marqué. J'ai adoré voir la fin de l'histoire de Luz, Ida, King et tous leurs amis. J'ai adoré voir cette fin, mais en même temps, je pense que, comme beaucoup de fans, la série ne s'est pas terminée correctement et aurait mérité mieux. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on parle de The Owl House. Attention, ça va pas mal spoiler, je vais parler de la série dans son intégralité. Déjà, c'est quoi The Owl House? C'est l'histoire de Luz, une jeune humaine qui adore la magie. Alors qu'elle est sur le point de partir dans un camp pour apprendre à se canaliser, elle tombe sur une porte magique qui va l'amener au Bowling Isle, un monde de magie et de sorciers. Elle y rencontre Ida, une sorcière recherchée par les autorités, et King, une petite créature qui clame être le roi des démons. Elle s'installe donc chez Ida et apprend la magie avec des glyphes et on va donc suivre ses aventures dans ce nouveau monde. J'ai découvert la série assez tard, lorsque la saison 1 atteignait sa fin. Ça faisait quelque temps que la plupart des cartoons pour enfants que je regardais s'étaient terminés et j'avais pas trop cherché à en voir d'autres. Mais très vite, j'ai accroché. Et ce qui m'a fait accrocher, c'est Luz elle-même. Très sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'affection pour le personnage principal d'une série. Très souvent, c'est le perso secondaire qui me plaît le plus. Mais non, là c'est Luz. Et la raison, elle est toute simple. Luz, c'est une ado énergique un peu hyperactive, qui s'extasie sur tout et n'importe quoi. C'est un type de personnage auquel je m'identifie hyper facilement, et je suis assez content d'en voir de plus en plus dans les cartoons pour enfants. Et pour cause, des personnages comme celui-là sont assez proches de la réalité au final. Moi aussi, quand j'avais 14 ans, je m'extasiais sur tout et n'importe quoi, et parfois j'avais même l'air cringe. Et je suis sûre qu'il y a plein de gamins de 14 ans qui s'identifient à elle, juste parce qu'elle a ce caractère, mais aussi parce que, comme Luz, ils n'ont pas la sensation d'appartenir à ce monde et essaient de trouver leur place tant bien que mal. La première saison se déroule petit à petit, et même si beaucoup d'épisodes paraissent juste fun et random, on commence à avoir de plus en plus d'éléments sur comment le monde fonctionne. Luz apprend ses premiers sorts et surtout elle rentre à X-Side, l'académie de magie où elle rencontre plusieurs des personnages les plus importants de la série, Willow, Gus et Amity. Des personnages qui s'avèrent très vite attachants et qui amènent à des thématiques un peu plus sérieuses. L'épisode où on explore les souvenirs de Willow est mon préféré de cette saison. On apprend son histoire avec Amity, mais aussi pourquoi Amity a commencé à la rejeter. J'aime énormément la scène où les parents d'Amity apparaissent. Ils sont vus comme des ombres gigantesques qui surplombent une petite fille terrifiée qui se retrouve obligée de leur obéir. C'est une manière assez intéressante de parler de parents toxiques, et ça me rappelle à quel point j'aime comment les dessins animés pour enfants peuvent parler de sujets sérieux tout en gardant cette âme de série pour les plus jeunes. The Owl House, c'est aussi une série qui joue avec les attentes. À la fin de la saison 1, on découvre qu'un double de Luz a pris sa place dans le monde des humains. Tout au long de la série, on voit ce double comme une menace, une sorte de boss final qui sera le dernier antagoniste. Sauf qu'au final, on découvre que le double en question est Vi, une petite créature perdue qui a été enlevée par l'antagoniste principal de la série et qui s'est enfuie de ses griffes en prenant la place de Luz dans le monde des humains. C'est plutôt bien amené et le personnage devient très vite attachant. Bref, The Owl House, dès sa première saison, c'est une série qui marque. L'animation est belle, les personnages sont attachants, l'univers est sympa, on rentre facilement dans l'histoire, mais si vous avez entendu parler de The Owl House, c'est pas juste pour ça, c'est aussi pour ses thèmes LGBT. Personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert la série. La scène de la danse entre Luz et Amity était beaucoup partagée sur Twitter et franchement, j'adorais la regarder. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'aie tout le contexte. Et franchement, je suis pas du tout déçue. L'épisode du Grom, c'est un épisode de bal de promo. Sauf que c'est pas juste un simple bal de promo comme les autres. Dans ce monde-là, le personnage Eluren du Grom doit affronter un monstre qui se matérialise sous la forme de ses plus grandes peurs. Cette année, c'est Amity qui est Eluren et ça la terrifie. Du coup, Luz se propose à sa place.
Sauf que sa plus grande peur, qui est de décevoir sa mère, se matérialise devant elle et lui fait bien plus peur que ce qu'elle pensait. Elle s'enfuit et Amity vient l'aider, mais le monstre se matérialise en sa peur à elle, être rejetée par la personne qu'elle aime. Les deux filles s'unissent pour vaincre le monstre et elles y arrivent dans la fameuse scène de danse qui a marqué tout le monde. Juste après la scène, Luz demande à Amity avec qui elle voulait aller au bal. Amity ne lui répond pas, mais on se rend compte que c'est bien avec Luz qu'elle voulait s'y rendre. Et cette scène, elle a beaucoup marqué, notamment chez les spectateurs les plus âgés comme moi. Faut savoir qu'à ce moment-là, on avait déjà eu de la représentation LGBT dans les cartoons, mais c'était souvent faible. Ça arrivait assez tard, avec un baiser dans le tout dernier épisode le plus souvent. Mais là, on était à peine au 16e épisode d'une saison qui en fait 21, et d'une série qui fait 3 saisons. Forcément, les fans étaient à fond, et on sentait que le changement amorcé par Steven Universe quelques années plus tôt commençait à se renforcer de plus en plus. Forcément, de la représentation LGBT dans un dessin animé pour enfants, ça a créé quelques controverses auprès d'un public conservateur. J'ai encore ce souvenir du tweet de BFM TV qui disait « Disney créait sa première héroïne bisexuelle » et des réactions homophobes que ça avait créées. Les réactions homophobes, elles en étaient ridicules, puisque de nombreux pays qui avaient récupéré les droits pour diffuser la série finissaient par la censurer. Sauf que ces tentatives de censure, elles marchaient pas vraiment, et je pense que la réalisatrice, Dana Terrace, en avait conscience. Ils essayaient de gommer les papas de Willow dans une scène en arrière-plan dans la saison 1. Dans la saison 2, on les voit tous les deux en train de s'occuper de leur fille, et dans la saison 3, ils s'embrassent. Ils essayaient de dire que non, Luz est un garçon parce qu'elle paraît assez masculine. On la voyait plusieurs fois avec des jupes. Ils essayaient de gommer sa relation avec Amity en lui faisant dire dans l'épisode où elle confesse son amour « Est-ce que tu veux qu'on se balade et qu'on porte des déguisements ensemble ?» Oui, ça arrive vraiment dans le doublage taïwanais. Voilà plusieurs scènes de baisers entre elles. Ils essayaient de gommer la non-binarité de Rain en disant que c'est un homme. Non seulement le fandom croyait que c'était une femme avant qu'on nous révèle sa non-binarité, alors personne n'y croyait, mais en plus les fans français ont protesté assez fort et ont eu le soutien de Avi Rock, qui fait la voix originale de Rain, au point que le doublage a mis les bons pronoms à partir de la deuxième moitié de la saison 2. Elle a trahi tout le monde. Et elle va être surveillée par les sentinelles. Car oui, il faut en parler de Rain. Rain, dans l'histoire, c'est la chef du clan des poètes, mais qui s'avère une rebelle anti-gouvernement. On apprend aussi que c'est l'ex de Ida, ce qui confirme la bisexualité du personnage qu'on connaissait juste par quelques indices jusque-là, et qu'il y a encore quelque chose entre eux. Mais c'est aussi un personnage non-binaire, et personnellement, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un dessin animé pour enfants. Le personnage n'apparaît pas de suite, il faut attendre la saison 2. Mais on a déjà une représentation qu'on n'avait jamais eue avant. C'est assez important aussi parce que Rain est un perso noir, là où les représentations LGBT sont souvent très blanches en général. Bref, une représentation bien accueillie, surtout qu'on va pas se mentir, Rain est plutôt classe. Sauf que je vous ai parlé de la saison 2 et c'est là que les ennuis commencent. Parce que The Old House, c'est une série produite par Disney. Et croyez-moi, ça va avoir de l'importance. Vous le savez sans doute, mais Disney, c'est une compagnie qui se vante énormément de faire de la représentation. Vous serez surpris du nombre d'articles qui disent « Le premier personnage gay de Disney dans le prochain film ». Et au final, la représentation se limite à un baiser ou un dialogue vite fait qu'on peut censurer quand on le distribue dans d'autres pays. C'est pas un secret. Disney, c'est vraiment une compagnie naze à ce sujet. Ok, on a eu l'exemple récent de Avalonia, l'étrange voyage avec un personnage principal gay, mais étonnamment, ce film n'a eu aucune promotion. Limite s'il n'a pas été invisible, on se demande pourquoi. Il y a quelque temps, on a appris l'existence de la loi Don't Say Gay, une loi aux États-Unis qui interdit d'invoquer l'homosexualité à l'école. Et cette loi était activement soutenue par des hauts placés chez Disney. Donc non, la compagnie aux grandes oreilles, elle est clairement pas LGBT friendly. Il y a même des employés chez Pixar qui ont dénoncé comment la compagnie avait plusieurs fois freiné les envies des réalisateurs de faire de la représentation. Et The Old House dans tout ça? C'est une série LGBT produite par Disney, non? Eh bien, un truc dont j'ai pas trop parlé, c'est que même si on a de plus en plus de représentations LGBT dans les dessins animés pour enfants, c'est toujours extrêmement compliqué pour que cette représentation arrive. Si beaucoup de dessins animés comme Adventure Time n'ont eu un baiser lesbien qu'au dernier épisode, c'est justement parce que ça a été extrêmement compliqué pour les réalisateurs de convaincre les producteurs. Dans le cas de Steven Universe, la réalisatrice a dû menacer de quitter la production de la série pour avoir une scène comme celle du mariage. Et dans d'autres cas, la série finit par se faire annuler, soi-disant parce qu'il n'y a pas assez d'audience. Ouais, Netflix, c'est de toi qu'on parle. Et malheureusement, The Old House a eu le même souci. Pendant la diffusion de la saison 2, on a appris que la série était annulée et qu'au lieu d'une 3e saison complète, on allait juste avoir 3 épisodes de 40 minutes. La raison qui avait été donnée, c'était que le directeur artistique de Disney avait changé et qu'il trouvait The Old House trop glauque pour un public jeune. Et en soi, on pourrait croire que c'est le cas. La série a souvent des scènes un peu glauques et horrifiques, mais ça reste une horreur très halloweenesque. Par exemple,
Je suis d'accord pour dire que ce Belos, sous sa forme à la fin de la saison 2, il n'est pas rassurant pour un enfant. Mais autant le dire franchement, cette excuse n'a absolument pas marché. Parce que Disney reste la chaîne qui a diffusé Gravity Falls, aussi un dessin animé pour enfants avec des moments très blocs. Et on pourrait se dire que bon, Gravity Falls, c'était il y a 10 ans. Mais ça marche toujours pas comme excuse. Parce qu'au moment de la diffusion de The Owl House, il y avait Amphibia qui sortait. Amphibia qui a une scène où un personnage se fait planter par une épée et une scène où le même personnage subit l'équivalent d'une exécution à la chaise électrique. Ouais non, faut pas se foutre de notre gueule. Encore moins quand Dana Terrace elle-même a fini par révéler que oui, c'était à cause de la représentation dans sa série que celle-ci s'est faite annuler. Et comme vous vous en doutez, avoir une série écourtée comme ça amène à un rythme qui doit aller beaucoup plus vite, parce qu'il faut raconter tout ce qu'on a à raconter. Et forcément, des choses intéressantes finissent par passer à la trappe. La série n'a plus le temps de raconter son histoire, et le rythme est beaucoup plus rapide. Par exemple, dans la saison 2, on n'a aucun épisode où il ne se passe rien du tout d'important. Il n'y a aucun épisode où les personnages peuvent souffler. Épisode 1, on nous présente le garde doré. Épisode 2, on nous présente les parents d'Amity et on voit celle-ci enfin se rebeller face à eux. Épisode 3, on nous présente le passé de King et on apprend qu'il n'est pas vraiment le roi des démons. Épisode 4, on nous présente la mère d'Ida et Lilith et on voit pour la première fois Lilith sous sa forme maudite. Épisode 5, on a un épisode centré sur Gus qui découvre ses pouvoirs, Amity change son apparence physique et embrasse Luz sur la joue pour la première fois. Épisode 6, on voit les personnages obtenir leur pâlissement. On découvre plus profondément le garde doré en la personne de Hunter et on nous présente son pâlissement à lui. Épisode 7, on nous présente Rain et son groupe de rebelles, sa relation avec Ida, le reste des chefs de clan avec Darius et Eberwolf, et King se fait officiellement adopter par Ida. Épisode 8, on pensait avoir un épisode random sur Uti. Au final, on a King qui découvre ses pouvoirs, Ida qui accepte sa malédiction et obtient sa forme de harpie, et Luz et Amity qui se mettent en couple. Épisode 9, on explore plus profondément les personnages de Amity et Hunter qui combattent tous les deux leurs propres démons et les attentes qu'ont les gens pour eux. Et épisode 10, Luz parvient à entrer en contact avec sa mère. On rencontre Vi, sa mère découvre la vérité sur ce que faisait sa fille depuis tout ce temps. Épisode 11, on découvre que Rain est contrôlée par Terra et on découvre Terra tout court. Épisode 12, Lilith et Luz rencontrent Philip Woodbine et on commence à en savoir plus sur qui il est vraiment. Épisode 13, un épisode centré sur Willow où elle rencontre Hunter et ce dernier apprend à se lier d'amitié avec des personnes de son âge. Épisode 14, Amity apprend à renouer avec son père et on apprend la vérité sur celui de Luz. Épisode 15, un simple épisode où on apprend l'histoire de Ida et Rain. On pourrait se dire qu'il se passe rien, mais en réalité, on apprend à la fin que Rain faisait semblant d'être sous le contrôle de Terra. Épisode 16, Luz et Hunter se retrouvent dans l'esprit de Belos, ils apprennent tous les deux la vérité à son sujet. Épisode 17, King apprend la vérité sur qui il est vraiment. Épisode 18, épisode centré sur Gus où il se lie d'amitié avec Hunter et on nous présente Adam. Épisode 19, épisode où King se lie d'amitié avec Steve et où Ida et Luz rejoignent les Cats. Épisode 20, premier baiser entre Luz et Amity. Alador se bat contre sa femme qui est pro-empereur. On part sur la première partie du final. Donc plein de choses se passent. Épisode 21, deuxième partie du final, Belos meurt, Ida perd son bras, on nous présente le collector, Luz et ses amis se retrouvent dans le monde des humains. Bref, les personnages sont toujours en train de faire quelque chose. Un épisode un peu fun où il ne se passe rien, qui a des conséquences comme celui où les personnages échangent de corps et pas près d'arriver de nouveau. Même la série le dit, ils n'ont pas le temps pour plein de nouvelles aventures. Et du coup, beaucoup de choses passent à la trappe, des choses que Dana Terrace elle-même a dit qu'elle a mis de côté. Explorer la relation fraternelle de Steve et Matolomul qui sont frères, parce que ça, on l'a su en dehors du canon, la figure parentale qu'incarne Darius auprès de Hunter, le fait que Lilith soit Arrowhead, plein de choses qui auraient pu être développées, mais qui au final ne le sont pas. Et en plus d'avoir trop de personnages qui passent à la trappe, on a l'impression que les personnages, comme je le disais plus tôt, n'ont jamais le temps de respirer. Je pense à ce tweet que j'avais vu qui disait « Putain, Hunter, s'il subit pas un truc traumatique à chaque épisode, il explose. » Et même si ça paraît très exagéré dit comme ça, bah c'est pas faux non plus. Hunter passe son temps à vivre des trucs horribles. Dans l'épisode 16, il apprend que toute sa vie est un mensonge, que son oncle l'a manipulé et qu'il n'est pas ce qu'il pense être. Il n'a même pas le temps de se remettre qu'on se retrouve dans le final où il confronte la seule figure parentale qu'il a toujours eue et qui explose sous ses yeux, littéralement. Fun fact, vous voyez cette scène ? Dans le script de base, quand Belos explose, il y a des morceaux de lui qui étaient censés s'éparpiller sur les personnages et Hunter était censé être le seul à ne pas pouvoir esquiver, se retrouvant avec des bouts de chair de son oncle sur le corps. Le fun !
Et dans l'épisode suivant, le premier de la saison 3, Belos prend possession de son corps et le premier ami qu'Hunter a eu, Flapjack, se sacrifie pour le sauver. Ouais, clairement, Hunter, il n'a pas le temps de respirer. Et justement, si on avait eu le temps d'étaler la série sur plusieurs épisodes de plus, on aurait pu avoir des épisodes où Hunter parvient enfin à lâcher prise, à respirer un peu et à prendre le temps d'être un adolescent normal. Justement, le premier épisode de la saison 3, c'est l'exemple même de ce qu'il se serait passé si on avait laissé à la série le temps de s'étaler. Lorsque la fin de la saison 2 est sortie, elle a beaucoup été comparée à Amphibia, puisque leur fin était similaire. Les personnages principaux se retrouvent dans le monde des humains, et les personnages non humains doivent s'adapter à ce nouveau monde. Dans Amphibia, par exemple, on a des épisodes très fun, où Sprig devient un super-héros, ou Hop Hop devient un acteur. Mais aussi, on a des épisodes plus sérieux qui font avancer l'intrigue, ou qui développent les personnages. Et clairement, on sent que c'est ce qui aurait dû se passer avec The Old House. L'intro de la saison 3, c'est un montage où on voit comment les personnages évoluent dans le monde des humains. Ils sont tous ensemble et vivent de nouvelles aventures. Mais on a aussi des choses plus importantes qui se passent. Hunter qui se coupe les cheveux pour se détacher de l'influence de Belos, Luz qui fait son coming out bi à sa mère, Vi qui arrête de faire semblant d'être Luz et commence à assumer sa propre identité. Toutes ces scènes-là auraient dû être dans des épisodes. La saison 3, ça aurait dû être une alternance entre des épisodes légers dans le monde des humains, des épisodes plus sérieux, et des épisodes dans le monde des sorciers où on apprend ce qui se passe en l'absence de Luz. Vraiment, on aurait dû avoir tout ça au lieu de 3 épisodes de 40 minutes à peine qui du coup se retrouvent à devoir rusher. Parce que oui, il y a des trucs qui restent rushés et on n'a toujours pas le temps de développer. L'histoire de Camilla et du harcèlement qu'elle a vécu, ce qui la pousse à réagir face à celui que vit sa fille, mais pas forcément de la bonne manière, ou vit même, on n'a pas de moment où elle interagit avec Hunter, qui était quand même le neveu et garde le plus important du gars qui a réduit son peuple en esclavage. D'ailleurs, on n'a même pas de moment où Vi se retrouve face à Belos, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle aurait dû avoir sa scène dans le final. Ou même le collector, j'ai l'impression qu'on a beaucoup trop peu exploré son histoire. Il y a cette sensation que les choses vont un peu trop vite à nouveau, et c'est vraiment frustrant, surtout quand on sait ce qui aurait été possible de faire. Vraiment, c'est toute une œuvre complète qui se retrouve raccourcie parce qu'il y a un gars random qui supportait pas de voir des adolescentes qui s'embrassent. Malgré tout, la dernière saison n'est pas à jeter non plus. Beaucoup de choses sont explorées que j'ai beaucoup aimé voir. On a toute la culpabilité de Luz qui se demande si elle a vraiment sa place dans chacun des mondes. Le passage où elle dit indirectement qu'elle aurait jamais dû exister, il me détruit. On a la naissance de son palissement que je trouve très choupi. On a du développement sur Willow à nouveau, mais aussi sur Amity. On a les designs classe aussi, comme celui de Hunter possédé, de Ida aux cheveux courts et de Luz en titan. On a aussi Dana Terrace qui a poussé jusqu'au bout ce qu'elle souhaitait faire avec sa série et ses personnages. Question thème LGBT, on a le personnage de Masha qui est non-binaire, quelques baisers de couple gay, que ce soit Luz et Amity, mais aussi celui des pères de Willow. Et question gore, on pousse un peu plus les aspects horrifiques de la série, avec la métamorphose finale de Belos, qui va plutôt loin, mais aussi à la toute fin où basiquement sa chair fond sous l'eau bouillante de la pluie. Parce que oui, on rappelle que l'eau de pluie, elle est bouillante au Bowling Isles. C'est dans le nom. Bref, la série est maintenant terminée et on va pas se mentir, j'ai une certaine émotion à écrire cette vidéo. C'est une série qui m'a énormément marquée et qui, je pense, va me marquer encore longtemps. Elle a eu le même impact sur moi que Steven Universe, j'en parlais tout le temps, j'ai pleuré devant plein d'épisodes et j'ai adoré faire du contenu dessus. Franchement, si la série vous intéresse malgré les spoils que je vous ai donnés, foncez. Foncez, clairement, vous allez passer un bon moment. Bon, par contre, faites gaffe au fandom. J'en parle pas trop dans mes vidéos, mais le fandom de The Old House, il est pas ouf. Comme pour la série, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié m'entendre parler d'un truc qui me rend heureux. Ça change de d'habitude sur ce concept en vrai. N'hésitez pas à vous abonner, histoire de voir d'autres vidéos, que ce soit des reviews ou d'autres contenus. Mon rythme est assez aléatoire, mais j'espère que vous vous y plairez sur cette petite chaîne. Si la chaîne vous plaît, il y a aussi mes réseaux sociaux qui sont dans la description. A tout bientôt pour une prochaine vidéo.